Bonjour, je suis Vincent Olivier et j'ai eu une expérience de mort imminente en janvier 2018. Avant de vous raconter cette expérience qui est arrivée en 2018, il faut peut-être que je vous explique un petit peu mon rapport avec la mort. Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai eu plusieurs rencontres, incidents avec la mort et j'étais terrorisé à l'idée de mourir. Une grande partie de ma vie, jusqu'à mon EMI qui a complètement changé cette perception de la mort. Mon premier incident avec la mort, pour raconter très rapidement, j'avais juste un mois, donc j'en ai même pas la mémoire, mais je me suis retrouvé dans un accident de voiture. Mes parents allaient rendre visite à mes grands-parents que j'allais rencontrer pour la première fois, et ils ont eu un accident de voiture. Il faut se rappeler, c'était les années 80, et donc la sécurité routière, c'était pas forcément ça, ni donc voilà tous les sièges bébés, ce genre de trucs. Donc moi, j'ai volé dans la voiture. Mais j'ai rien eu. L'avantage peut-être d'être tout bébé, c'est qu'on est très malléable. Donc j'ai pas de souvenir de ça. Ensuite, il faut aller vers autour de mes 10 ans. J'ai eu deux opérations euh, d'urgence, l'une à la suite de l'autre. Donc là, vraiment, il y avait un danger. On n'a jamais trop su expliquer ce qui s'était passé. Et une nouvelle fois, quand j'avais 17 ans, de nouveau un accident de voiture. Cette fois, j'étais passager à nouveau. Et littéralement, le conducteur a perdu le contrôle et la voiture est partie s'écraser dans un talus et c'est moi qui ai tout pris. Donc bah, j'ai vraiment l'image très vivide du talus qui arrive sur moi et me dire c'est la fin. Et à ce moment-là, je vois le noir, plus rien. Je me dis je suis mort. Et j'ouvre les yeux, plusieurs minutes passées. Je regarde le ciel, je suis allongé sur le bord de la route, je vois une roue de voiture derrière moi, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Puis après coup, bon, bah, je reconnais que je réalise qu'on a eu un accident de voiture. Mais le plus surprenant, c'est après coup, quand j'ai regardé les photos de la voiture accidentée, elle était complètement écrasée là où j'étais assis, en tant que passager avant. Et je suis quelqu'un qui suis assez grand, je fais 1,94 m et à 17 ans, je faisais déjà plus d'1,90 m. Et je me suis toujours posé la question de me dire, ah, mais c'est impossible que j'ai survécu parce que enfin, physiquement, la voiture, elle était aplatie là où j'étais censé être assis. Et du coup, je me rappelle, entre mes 18 et 20 ans, je ne sais plus exactement quelle année précisément, mais j'ai toujours une excellente relation avec mes grands-parents, particulièrement mes grands-mères, et ma famille aussi, hein. Mais à une de mes grands-mères, je lui ai dit, mais je comprends pas. Euh, je suis conscient, il y a des gens, ils traversent des choses bien plus douloureuses, bien plus difficiles que moi, mais il y a aussi des gens qui meurent pour bien moins que ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et donc, pourquoi est-ce que moi j'ai ces rencontres assez fréquentes avec la mort où je devrais y rester, mais je suis toujours là, et à part des cicatrices sur mon corps, ben, personne ne saurait, si on me voyait dans la rue comme ça, que j'ai eu toutes ces rencontres avec la mort. Et la réponse de ma grand-mère m'a vraiment marqué. Parce qu'elle a presque rigolé, elle a souri, et elle m'a dit, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore accompli ce que tu es venu pour accomplir dans cette vie. Ah, je me rappelle avoir pris une pause et me dire, bah oui, mais qu'est-ce que je suis venu accomplir selon toi? Et elle me dit, bah j'en sais pas, c'est à toi de le découvrir. Mais ça peut être aussi simple que fonder une famille ou suivre tes rêves, de quoi tu as envie. Je dis, ah bah un de mes rêves, ce serait quand même d'aller vivre dans un pays anglophone. Elle me dit, bah voilà, reste ouvert aux opportunités dans la vie, un jour ça se présentera sûrement. Et de fait, bon, après, j'ai suivi mes études, monde professionnel et compagnie. Et très rapidement, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'aller m'exporter au Royaume-Uni. Donc, je n'ai pas réfléchi 2 secondes, hein, c'était un désir que j'avais étant jeune. Et j'ai été le faire. Donc, j'ai vécu 13 ans au Royaume-Uni avant de revenir en France il y a peu. Et c'est au Royaume-Uni que mon expérience de mort imminente m'est arrivée et ce que j'appelle ma cinquième rencontre avec la mort. Et pour vous donner ce contexte, en 2018, je suis dans une situation où sur le papier, je n'ai à me plaindre de rien. J'habite dans une maison qu'on considérait une très belle maison pour le Royaume-Uni. Je roule dans une belle voiture, j'ai un boulot qui paye bien, je suis marié à l'amour de ma vie. Bref, tout va bien. Sauf que je ne suis pas vraiment heureux professionnellement. Dans mon boulot, j'ai énormément de pression. Je fais un peu trois boulots en un.
Ça se passe pas très bien émotionnellement, il y a des changements de structurels qui se passent, je ne vis pas forcément très bien. Et en parallèle de ça, j'ai un réel désir de changer de carrière. Donc je fais des études en parallèle de mon travail pour devenir ostéopathe. Et j'ai déjà passé des diplômes pour ma sœur thérapeute et je continue là-dedans. Sauf que c'est extrêmement prenant. Donc je travaille toute la journée, il y a beaucoup de pression. Le soir, j'étudie. Le week-end, de temps en temps, j'ai des cours. Et je viens même de me mettre d'accord avec un ostéopathe local pour travailler dans sa clinique le samedi. Et je me dis au fond de moi, il y a une voix qui me parle et qui me dit t'en fais trop, t'en fais trop, t'en fais trop, faut que tu t'arrêtes. Et comme souvent, la voix dans sa tête, on l'écoute pas. On se dit non, c'est bon, je vais gérer. De toute façon, entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas heureux dans mon boulot, mais j'ai commencé à investir dans ces études. Si j'abandonne tout, entre guillemets, ou si je change de boulot, je vais être moins axé sur mes études d'ostéopathie, compagnie. Bref, au final, je reste dans la situation parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus sain quoi, à suivre, même si ça allait pas. Et donc, il y a vraiment cette voix intérieure qui disait il faut que tu appuies sur le bouton pause, sinon tu vas droit dans le mur. Comme je l'écoute pas, je me retrouve un jeudi soir au restaurant avec mon épouse, ma femme, on prend le temps. Et elle-même commence à me dire ah, écoute, je pense que tu en fais vraiment trop. Je pense que c'est pas une bonne idée de commencer à travailler en plus le samedi et compagnie. T'es épuisé. Et de manière coïncidence ou pas, à ce moment-là, au restaurant, j'ai une douleur mais immense qui me prend sur le côté droit de l'abdomen. Et je le prends comme si c'était un coup de couteau dans le ventre, en fait, que c'est très violent, très soudain. Et je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe et tout. On rentre chez nous et de la nuit, la douleur ne passe pas. Alors j'ai des moments de repos, mais c'est des spasmes réguliers et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On appelle les urgences autour de 5 heures du matin parce que j'ai toujours pas réussi à dormir. Et ils me disent, OK, venez à l'hôpital le plus proche, on va vous faire une consultation. On va à l'hôpital le plus proche. Le médecin qui est là m'ausculte et me dit, c'est tout simplement une indigestion. Donc, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas, y a pas plus de problème, ça va passer. Je me dis, j'ai déjà eu une indigestion ou deux fois dans ma vie. Il y a quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus violent cette fois-ci. Mais je donne au docteur, elle me donne un médicament. Et c'est vrai que je me sens un petit peu mieux sur le coup. Je dis peut-être que c'est vraiment quelque chose de violent, hein, ça peut arriver aussi. Le vendredi, je ne suis pas en mesure d'aller travailler. La douleur est plus ou moins stable, mais elle reprend très vite. Le samedi, ça passe pas. Et dans la nuit du samedi au dimanche, on rappelle les urgences puisque ça ne va pas. Et je me souviens pertinemment répéter plein de fois pendant ce laps de temps, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Vraiment, la douleur était telle. Le dimanche, très très tôt, euh, un ambulancier arrive. Donc, commence à venir me voir, prendre des notes. Pour peut-être la troisième fois en 3 jours, je répète tout ce qui s'est passé. Cette fois, je suis allongé sur le canapé de mon salon. Euh, Ma femme est près de moi, et l'ambulancier donc prend ses notes et il me met une perfusion avec un antidouleur. Et je sens la sensation que d'ailleurs je décris comme étant pas plaisante d'un liquide assez chaud qui traverse les veines. Donc on sent quelque chose dans le corps et on n'est pas très bien. Pour vous donner une idée aussi du niveau de douleur, j'ai appris après l'opération. Je l'ai appris par une femme qui a donné naissance et qui a eu le même problème de santé. Et elle jugeait que c'était tout autant douloureux que donner naissance. Alors, je suis un homme, je ne peux pas juger donner naissance, mais je partage cette information pour dire, a priori, le niveau de douleur de ce problème de santé, c'est du 10 sur 10 ou du 9 sur 10 à peu près. C'est assez haut. Sur 3 jours, c'est très dur, le corps se fatigue beaucoup. Et donc, l'ambulancier me dit aussi, ton corps est trop tendu. Et il me donne un masque et il me dit, il faut que tu respires dans ce masque. Tu prends une bonne inspiration ou deux, ça va t'aider à te détendre. Je dis, ok, à ce stade-là, on ne réfléchit plus trop. Je suis allongé sur le canapé, je prends le masque, je prends une bonne inspiration, une deuxième, et je me retrouve dans le noir, dans le vide.
Il n'y a plus rien autour de moi. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai aucune conscience que l'instant d'avant, j'étais en train de souffrir le martyr euh, avec un ambulancier, que ça faisait 3 jours que j'étais dans cette situation et compagnie. Je suis juste en train de flotter dans le vide absolu, tout est noir autour de moi, et je me sens bien. Et je me dis, ok. Et pourtant, j'ai vraiment pas de conscience de ce qui vient de juste de se passer. Je suis à cet endroit-là, dans le moment présent, et je me laisse flotter pendant un temps sans réfléchir à rien. C'est presque un moment de calme, d'apaisement. Mais rapidement, au loin, je aperçois un point lumineux. Et l'instant où je le regarde, ce point lumineux grossit, ou c'est moi qui m'en rapproche à la vitesse de la lumière, mais c'est instantané. Alors que j'approche, je suis très curieux de ce point lumineux. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est et tout, ça m'attire. J'approche à pleine vitesse de ce point lumineux et je commence à distinguer qui m'attend dans ce cercle ou cette sphère de lumière. Je vois 4 silhouettes. Et je vois juste vraiment les contours. Je ne peux pas voir les visages, ni les habits, ni à quoi ressemblent ces personnes qui m'attendent. Mais distinctement, je vois 4 silhouettes. J'en vois trois qui sont à peu près de même taille. Et sur la droite, il y en a une qui est un petit peu en retrait, beaucoup plus grande. Et instantanément, je les reconnais. Même si là, au moment où je vous raconte cette histoire, je suis incapable de me souvenir de leur visage. Et je sais que je les reconnais. Et je me dis, waouh, il y a un lien, il y a une familiarité avec ces gens-là. Et en fait, ils m'ont manqué. Comme si ils sont presque plus ma famille que ma propre famille biologique. Il y a vraiment ce lien de parenté ou de famille qui est très proche, je le sens énergétiquement. Et en même temps, j'ai cette réalisation. Si je vous vois, là maintenant, c'est vraiment pas bon parce que ça veut dire que je suis en train de mourir ou que je suis mort. Et la première personne à qui je pense à ce moment-là, c'est ma femme. Et je pense à elle et je me dis, non, je suis trop jeune. Et tout d'un coup, j'ai une reconnexion à ma vie physique et je me dis, je suis trop jeune, c'est pas le moment. Et je sais pas pourquoi, je mélange l'anglais et le français à ce moment-là. Je prends les pieds dans le tapis et je leur dis, désolé pour l'expression, mais je dis no fucking way, pas maintenant. Et, je n'ai pas besoin de traduire, je pense que vous aurez compris. Et l'idée, c'était non, non, vraiment, vraiment, je suis trop jeune pour mourir, c'est pas le moment, c'est une erreur. Je veux pas traverser maintenant. L'instant d'après, je ressens aucune émotion, ni positive, ni négative, hein, des cas de présence dans cette lumière. C'est plus un OK, si tu veux. Et l'instant d'après, le point de lumière s'éloigne de moi. J'ai l'impression d'être happé dans un conduit. Et je me retrouve dans mon corps, dans mon salon. L'ambulancier, qui a priori s'est rendu compte de rien, puisqu'il me tourne le dos, il est toujours en train de prendre des notes. Mais mon épouse qui met la main sur l'épaule et qui me regarde de manière extrêmement inquiète. Et elle me demande, ça va? Et je sais que je suis très confus, quoi. Je me dis, mais je comprends rien de ce qui est en train de se passer. Je dis, oui, oui, ça va, ça va. Et le premier truc que je me dis, j'ai dû halluciner. Et je pense que c'est les gaz ou je sais pas ce qu'on m'a fait respirer. Et presque scientifiquement, en fait, je rattrape le masque qui était tombé au sol et je le reprends et je vais respirer. Et je me dis, si c'est les gaz, je vais repartir direct. Hein, je vais retomber dans ce schéma. Et rien ne se passe. Je me dis, c'est étrange. La femme me regarde toujours comme si j'étais fou. Elle va dire, mais bah, t'es revenu, mais t'as pas l'air tout là. Et quelques secondes après, la douleur physique revient. Comme une puissance, là je dis vraiment, c'est comme un tsunami ou une vague énorme qui s'éclate sur un phare. Je le reprends en pleine poire. Et là, je reprends toute la douleur physique et je réalise à cet instant que là où j'étais avant, peu importe où je me trouvais, mais en fait, je n'avais plus aucune douleur physique. Et je me dis, zut, en fait, j'ai fait le mauvais choix. J'aurais mieux fait de rester de l'autre côté parce qu'en fin de compte, c'était tellement plus tranquille, tellement plus calme, tellement plus euh, joyeux ou heureux que pourquoi j'ai fait ce choix de revenir, quoi. Et je me dis, bah, je reprends le masque, j'essaie de repartir, rien ne se passe. Et j'ai vraiment cette réalisation de me dire, zut. L'ambulancier très rapidement revient vers moi et me dit, écoutez, ça va pas du tout, il faut qu'on vous emmène à l'hôpital d'urgence. Il y a vraiment un gros problème.
Donc, on court à l'hôpital, entre guillemets, et là-bas, j'apprends que finalement, c'est une des opérations que j'ai eues quand j'avais l'âge de 10 ans qui s'était mal résorbée, et qu'en fait, je vivais, sans le savoir, avec une bombe à retardement à l'intérieur de moi, quoi, et que elle aurait pu exploser il y a 20 ans, elle aurait pu exploser dans 20 ans. Il se trouve que c'est là, maintenant, janvier 2018, que ça se passe. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à tout comprendre. Je me dis, OK. Et donc, on me dit, je dis, mais qu'est-ce que ça implique? Je dis, bah, va peut-être falloir quand même vous opérer. C'est une opération assez lourde. Je dis, bon, est-ce qu'on peut éviter? Je dis, oui, on va tenter de l'éviter parce que vous êtes quand même super jeune et tout. Euh, mais c'est pas garanti. Bref, je passe plusieurs jours à l'hôpital pour raconter en accéléré. J'ai pas eu le choix au final que de faire l'opération en question. Mais pendant tout ce temps où j'étais à l'hôpital, j'avais ce sentiment intérieur très fort qui me disait, de toute façon, rien de négatif ne peut t'arriver puisque tu as fait le choix de continuer de vivre. Et c'est vrai que je sentais vraiment une sorte de tranquillité par moment, au-delà des moments de douleur, qui me disait que je m'en sortirais bien, qu'il n'y aurait pas de problème. Et de fait, je suis tombé sur un excellent chirurgien avec qui on a bien discuté, on s'est bien mis d'accord. Et post-opération, il m'a d'ailleurs expliqué, hein, il m'a dit, normalement j'aurais fait plus, mais comme tu es jeune, que tu es vraiment bonne forme physique, et qu'on a bien discuté, il m'a dit, vraiment, je me suis tenu au strict minimum parce que je pense que tu t'en remettras très vite, contrairement à beaucoup d'autres patients, parce que c'est une opération assez lourde. Et après opération, j'apprends que il y a 2 personnes sur 5, donc 40%, qui ne survivent pas à ce type d'opération. Et je me dis, ah, quand même, 2 sur 5, c'est très haut dans le milieu médical, malgré tout. On ne parle pas de 1 sur 100 000. Et donc je me dis, ok, je rentre chez moi, et là, entre guillemets, il faut à peu près 18 mois pour s'en remettre vraiment à 100%, sachant que les 6 premiers mois, on récupère 80%, et après, c'est un peu 10%, 6 mois, 10%, et 6 mois d'après. Mais c'est vrai qu'au tout début, je suis incapable de soulever une tasse de café, par exemple. J'ai vraiment plus la force. Donc, il y a une longue route qui se met en place pour se remettre en route physiquement, émotionnellement, psychiquement. Et j'oublie complètement, hein, pendant ce temps-là, puisque j'étais tellement concentré sur ma remise en forme physique, que j'ai complètement oublié cette EMI ou cette expérience que j'ai. Je reprends ma vie, je reprends le travail. D'ailleurs, je change de travail, ça se passe très bien. J'ai une dynamique de vie qui est complètement changée. Je me dis, ok, je comprends toujours pas pourquoi la mort me chasse avec autant d'intérêt. J'ai toujours peur de la mort, autant, ça me terrorise toujours autant. Le problème, on me dit que le problème peut se reproduire. Donc je me dis, zut, bref, mais je me dis, profite de la vie quand même. Quelque chose que j'avais un peu plus de mal à faire avant. Je dis, profite de la vie, profite de la vie. Donc c'est ce que je fais. Je m'autorise à faire beaucoup plus de choses, je pousse un peu mes limites, et ça m'aide aussi à reprendre physiquement un bon rythme. Et se passent plusieurs mois pendant lesquels tout va très bien dans la vie. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, ma mère m'envoie un article dans un magazine de santé qui parle d'un docteur qui est fasciné par les expériences de mort imminente et qui a fait un partenariat avec un hypnothérapeute pour développer une méthode qui reproduit un petit peu le stade dans lequel quelqu'un se retrouve quand potentiellement ils font une EMI, mais sans les effets secondaires de l'EMI. Parce que comme je le dis souvent, je ne recommande à personne, ça veut dire qu'il y a un grave souci de santé. Donc c'est vraiment pas recommandable de s'y retrouver dans cette situation. Et je lis l'article auquel l'auteur de l'article s'est prêté au jeu, donc rentre dans l'hypnose, se retrouve à flotter dans le vide, voit une lumière, rencontre des gens dans cette lumière qui lui présentent après ce qu'on va appeler le monde des esprits. Et à mesure que je lis l'article, je me dis, mais c'est très familier tout ce que je lis, c'est comme si je l'avais vécu. Et je réfléchis bien, je me dis, mais quand est-ce que j'ai pu vivre un truc aussi? Je m'en rappellerai si j'avais vécu quelque chose d'aussi important, quand même, ça s'oublie pas. Et là, tout d'un coup, boum, ça me revient en mémoire comme un flash. Je me dis, janvier 2018, il y a à peu près 7 8 mois, avant d'aller à l'hôpital, c'est ce qui m'est arrivé. Et je croyais que c'était une hallucination. Donc, plus tard, je vais trouver mon épouse et je lui dis, au fait, ce matin, ce dimanche matin, là, de janvier 2018, avant qu'on aille à l'hôpital,
ou que je sois emmené à l'hôpital, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Elle devient très pâle et elle me dit, pourquoi tu poses cette question? Je dis, bah, parce qu'à un moment, tu avais la main sur mon épaule, tu avais l'air très inquiète et moi, j'étais pas tout là. Je dis, pourquoi t'as fait ça, quoi? Et elle me dit, bah, en fait, à un moment, j'étais persuadé que tu étais mort. Parce que dit l'ambulancier, il prenait ses notes, il te tournait le dos, il faisait pas gaffe. Mais toi, je t'ai vu, tu pour respirer le masque, et puis boum, t'as laissé tomber le masque. Et il avait dit, c'est pas, il y a quelqu'un qui peut tomber dans les pommes, mais là, t'avais les yeux ouverts, il n'y avait plus aucune vie dans tes yeux. Il dit, et du coup, c'est pour ça que je suis venu vers toi, je t'ai mis la main sur l'épaule. Au début, tu réagissais pas, j'étais prête à hurler de panique. Puis t'es revenu et t'avais l'air complètement absent aussi quand t'es revenu. Et donc, je lui explique ce que moi j'ai vécu pendant ce temps-là. Et donc, on n'a pas tout à fait la même corrélation. De temps. Moi, j'ai l'impression que j'ai passé, je sais pas, entre 3 et 5 minutes. De l'autre côté, elle va me dire non, pour moi, ça a duré pas plus de 5 secondes. Mais ce qui est très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans la même notion de temps, d'un côté ou de l'autre. Mais surtout, pour moi, c'était, bah, j'ai une validation externe, qu'à ce moment-là, c'était pas une hallucination de ma part, et c'était pas juste que j'étais tombé dans les pommes. Il y avait vraiment quelque chose de plus qui s'est produit. Et donc, à partir de là, il y a comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules vis-à-vis de la mort. Et quelque part, je souhaiterais à tout le monde de connaître cet moment où on se dit, eh ben finalement, c'est génial. Ma conscience continuera même si le jour où cette vie en tant que Vincent Olivier s'arrête. Et pour moi, c'était vraiment, surtout dans mon historique personnel ou mon histoire avec la mort, où j'avais toujours l'impression que la faucheuse était dans mon dos à attendre le bon moment, ou même que c'était presque une forme de persécution, de me dire, bah, en fin de compte, j'ai plus à m'en soucier, quoi. Et pour moi, c'était presque comme me retourner et donner une grande embrassade à la mort et dire, bah, en fait, merci parce que tu m'as fait comprendre quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Et ça m'a complètement enlevé euh, cette peur de mourir. Alors bien sûr, hein, je dis pas si demain je me retrouve face à un ours, il y a un instinct de survie naturel, je pars en courant. Ou enfin, je fais ce qu'il y a à faire face à un ours. Mais je veux dire, tout danger, on a un instinct de survie qui est ancré en nous en tant qu'humain, c'est normal. Mais il y a vraiment cette notion de se dire, eh bien quand même, si demain je dois partir, je suis déjà en paix avec, euh, avec cette chose-là. Donc ça, c'est pour l'histoire. Et suite à ça, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis énormément intéressé aux EMI. J'ai la conviction d'ailleurs qu'on appelle ça une expérience de mort imminente, mais en réalité, je pense que c'est une expérience de mort tout court et qu'on fait un choix conscient de revenir. En anglais, on dit near death experience aussi, donc proche de la mort. Et pour moi, non, je pense qu'on bascule vraiment pendant un temps. Il y a des cas où scientifiquement c'est prouvé qu'une personne était décédée avant qu'elle revienne. Donc, c'est pour ça que sur le côté labellisation, je pense qu'on devrait dire une expérience de mort, mais ça fait peut-être un peu plus peur culturellement de le dire de cette manière-là. Et donc, j'ai fait moi aussi des sessions d'hypnose régressives qui m'ont amené à voir ce qu'on appelle des vies passées ou des vies parallèles, à comprendre certaines choses d'un point de vue énergétique. J'ai fait beaucoup de recherches personnelles pour tout simplement mieux comprendre quel était le but de la vie, qu'est-ce qu'on fait là en tant qu'humain, pourquoi la structure de la vie est comme elle est. Et du coup, être beaucoup plus en paix avec la vie elle-même et apprendre à mieux vivre à travers ça. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur mon histoire, j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle The Man Who Kept Dying. C'est une chaîne en anglais, mais si vous mettez les sous-titres, vous pouvez les avoir en français. Et vous pouvez me trouver sur Instagram aussi. Vous pouvez chercher Vincent Olivier, The Man Who Kept Dying. Et j'ai également écrit un roman qui est juste là, qui s'appelle exactement le même titre, The Man Who Kept Dying, qui est tout simplement inspiré de ma vie et qui retrace cette expérience de mort imminente et qui imagine qu'est-ce qu'il se serait passé si pendant cette EMI j'avais rencontré les 4 personnes qui m'attendaient dans la lumière et qu'est-ce qu'elles m'auraient dit, qu'est-ce qu'elles m'auraient appris.